Voilà, donc à présent l'interdiction de presser et d'essorer. Quelle est donc cette interdiction d'aucuns pourraient penser originale. En vérité, elle n'est pas plus originale que les 39 travaux interdits. Je vous répète quand même que chacun de ces travaux ne sont interdits que parce que ils ont été assortis d'une sorte de sacralité par le fait qu'ils ont servi originellement à la construction du sanctuaire, du Mishkan. Sinon, je veux dire, c'est pas... Il y a des mélachot où on voit que c'est vraiment des mélachot pénibles, mais il y en a où vraiment, on voit même pas la pénibilité, on voit pas... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le caractère sacré d'une action n'est pas lié à sa pénibilité. Vraiment. Vous allez vous en rendre compte. En tout cas, essayons déjà de voir dans cette interdiction de presser et d'essorer quelle est donc la source de l'interdit. L'un des 39 travaux pratiqués dans le sanctuaire consistait à broyer des plantes pour en extraire les couleurs bleu, azur, mais aussi pourpre et enfin écarlate. Aussi, cette pratique était perpétrée pour battre le blé. Cet acte consiste à concasser les céréales afin de séparer les écorces mélangées à l'aliment. L'interdiction de la Torah s'applique seulement à des aliments qui poussent dans la terre. Une fois encore, cela fait partie de ces mélachot liées à la terre. Une application supplémentaire de l'interdiction consiste à séparer la céréale de sa membrane. Par exemple, séparer du blé de sa gerbe ou un féculent de sa graine. En fait, le fait de presser une olive pour en extirper son huile représente une interdiction de la Torah. En effet, le fait de presser un fruit pour récupérer son jus est également assimilable à l'interdiction de retirer la graine de blé de sa gerbe. L'action de presser le fruit est comparable à celle de concasser la céréale, car c'est seulement par cette action qu'il sera possible d'obtenir le produit final. On a vu donc la source de l'interdit. Passons à un deuxième point, celui qui consiste à ouvrir des noix, mais aussi des cacahuètes. Quel rapport entre le fait d'interdire de presser, d'essorer et cela? Ouvrir des noix et des cacahuètes. Il est permis de casser des noix pour retirer de leur écorce juste avant de les consommer. Ici, il n'y a pas un problème de presser, d'essorer, mais simplement de retirer quelque chose qui constitue la manière incontournable par laquelle il faut passer pour pouvoir retirer le contenu du fruit. Ceci n'est pas considéré comme, par exemple, l'interdiction de presser, car cette pratique est une étape nécessaire et indispensable à la consommation. Il sera aussi permis d'utiliser un casse-noix pour cet usage. Il ne sera même pas considéré comme un ustensile réservé à la séparation, car il a pour but de casser l'écorce et non de la séparer de l'aliment. En effet, l'interdiction s'applique seulement aux aliments qu'il est courant de presser longuement ou longtemps avant de les consommer, même si on les consomme immédiatement, et non pour les catégories d'aliments que l'on concasse pour s'en nourrir immédiatement. Ainsi, l'interdiction de battre le blé représente un interdit de la Torah, même si on s'en nourrit immédiatement. Il est de même permis de retirer la fine membrane qui recouvre les fameuses noix, ainsi que les cacahuètes, tant que cet acte est accompli à l'approche de la consommation. Quel est le problème là-bas? Alors, c'est un problème de séparer autant que d'écraser, c'est que, en fait, quand vous le faites et que cela précède la consommation immédiate, il n'y a pas de souci. Pourquoi? On dit en hébreu, derech achila bekach. C'est la manière habituelle de manger. Vous ne pouvez pas manger, par exemple, on ne parle pas des cacahuètes qu'on vous vend déjà dans les sacs déjà nettoyés. Hein. On vous parle des cacahuètes à l'ancienne, avec leur écorce. Alors pour les manger, vous êtes bien obligé de les craquer là. Maintenant, le fait de les craquer, on pourrait imaginer que c'est un problème shabbatique. On vous dit, si vous le faites pour le manger, tout de suite, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que derech achila bekach, c'est la manière de consommer. D'accord? Donc, en tout cas, le Shabbat, il est de coutume de se montrer indulgent, et telle est l'opinion générale des décisionnaires contemporains concernant ces deux exemples des cacahuètes et des noix. Néanmoins, il est défendu de retirer les amandes de leur écorce verte. Vous savez de quoi on parle maintenant?
Par les amandes fraîches. Les amandes fraîches, de la même manière que pour les noix, pour obtenir le contenu de la noix, il faut le séparer de sa coque, il faut casser la coque. Pour cela, a priori, il faudrait faire la même chose pour les amandes. Sauf que les amandes, contrairement aux noix, elles ne se cassent pas aussi simplement et aussi facilement que ça. Il faut carrément... je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais quand on le fait, c'est une vraie destruction. C'est une destruction massive. Et visiblement, les Haramim ont fait cette distinction. Passons à présent à un autre cas, celui de détacher une banane d'un régime, ce qu'on appelle un régime de banane, ou un raisin de sa grappe. Il est permis de détacher les grains d'une grappe de raisin qui est cueillie de l'arbre juste avant la consommation. Il en est de même des bananes ainsi que des cerises. Cette loi s'applique également aux tomates cerises ainsi qu'aux gousses d'ail. Cependant, de nombreux décisionnaires défendent de détacher une date de sa grappe pendant Shabbat, même immédiatement avant de la consommer. Vous avez bien compris qu'il s'agit ici de détacher de l'arbre. Hein. Si c'est juste de détacher du sarment, là, il n'y a pas de problème. Mais pendant Shabbat, certains, voyez, la date de sa grappe, pendant Shabbat, certains ne sont pas d'accord, ils préfèrent le faire avant. Et la date se différencie des aliments précédents par le fait que seul un aliment qu'il est pour coutume de détacher à l'approche de sa consommation n'est pas inclus dans le cadre de l'interdiction. Sauf que en ce qui concerne la date, à moins qu'elle soit déjà séparée avant Shabbat, auquel cas il n'y a pas du tout de problème, vous savez, c'est cette sorte de petite branchette là de la date. Et c'est de ça que je parlais de la branche. C'est pas de la branche de l'arbre lui-même, hein, bien sûr, je parle. Parce qu'en général, vous n'avez pas un datier à la maison quand même. D'accord. Bon. Mais on parle maintenant où vous avez des sarments de date et vous avez les petites branchettes auxquelles elles sont attachées. Certains disent que ça, pendant Shabbat, c'est quand même interdit. Et c'est pour ça qu'il faut recueillir les dates avant Shabbat. C'est pas compliqué, il suffit de les détacher. Et une fois que vous les avez, par contre, vous avez le droit d'ouvrir et de regarder pour pouvoir consommer. Parce que là aussi, c'est derech achila bekar. Mais pour les dates, il est d'usage de les séparer de leurs tiges assez longtemps avant de les consommer. Et donc cet acte est donc assimilé à une activité qui sera prohibée. Il semble donc que l'interdiction s'applique également pour arracher les bananes de leur régime déjà coupées avant Shabbat, du fait que cet acte est généralement perpétué à la bananerie et non à la maison. Donc je répète, quand on vous parle du régime de banane ou quand on vous parle de la fameuse branchette là des dates, il s'agit de parler du fruit par rapport à ce qui réunit un ensemble. C'est ça qu'on ne fait pas pendant Shabbat. Mais si vous avez dans votre compotier de fruits, vous avez déjà plusieurs bananes, il suffit de les détacher entre elles avant Shabbat, c'est tout, c'est pas compliqué. On en vient maintenant au lien le plus à la fois vivant et pratique de ce qu'on appelle l'interdiction de sohet srita, c'est-à-dire d'essorer. C'est notamment dans le fait de presser des fruits. On va voir que parfois c'est permis, parfois c'est interdit. Dans quel cas? Écoutez bien cette partie-là. L'interdiction de presser des fruits, c'est en fait une interdiction de la Torah. De presser des fruits s'applique seulement aux olives et aux raisins. Pourquoi les olives et les raisins? Du fait qu'ils sont généralement utilisés pour leur jus. Il y a une autre raison, c'est que les olives et les raisins font partie des fruits par lesquels la terre d'Israël a été glorifiée. Et donc, ils ont un statut particulier de Gdusha. D'accord? L'olive sert à l'huile qui nous sert à l'allumage des veilleuses. Quant au raisin, il nous sert le plus souvent à faire le kiddush et à accomplir des mitzvot particulières. C'est pourquoi ils ont, ces deux fruits, un statut particulier dans de nombreuses circonstances. Et donc, on nous dit ici que presser ces fruits-là pendant Shabbat, c'est interdit. D'ailleurs, entre nous soit dit, en général, si vous mangez des olives, vous ne les pressez pas. Vous vous contentez de les manger, vous n'avez pas tant de Shabbat pour faire de l'huile. Il faut être un esprit un peu dérangé d'attendre Shabbat pour faire de l'huile. Et la même chose, le jus de raisin. Si vous prenez du raisin pour le consommer,
À la limite, même si vous le faites craquer et qu'il y a du jus qui en sort à l'intérieur, il n'y a aucune interdiction, puisque c'est la manière de le consommer. Mais si vous prenez vos raisins et que vous commencez à presser dessus, là c'est oui interdit. Vous avez bien compris l'idée. Presser par contre d'autres fruits représente une interdiction d'ordre rabbinique. Il est donc interdit de presser par exemple des oranges, des pommes, des fraises, des pamplemousses, des grenades, ainsi que différents fruits à jus. On est bien d'accord qu'ici l'interdiction c'est de presser au sens habituel de retirer d'un appareil, de faire un jus de fruits. Toutefois, il est permis de presser un fruit qu'il n'est pas courant du tout de presser au cours de la semaine. On le pressera alors seulement à la main et sans utiliser, par exemple, de presse-citron ou autre ustensile spécifique à cet usage. Cette permission s'appliquera aussi si l'individu a l'intention explicite de récupérer le jus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il parle? En général, on n'est pas tellement habitué à faire du jus de citron Shabbat. Shabbat, vous prenez du jus d'orange, Si vous voulez un jus de citron, le plus souvent, c'est parce que vous voulez le récupérer pour le mettre dans la salade. Donc, s'il s'agit de presser un citron pour le mettre dans la salade, c'est permis. Pourquoi? Parce que vous l'utilisez pour la salade. Mais si c'est uniquement pour l'action, la mélacha de presser pour le jus lui-même, ça c'est interdit. Vous avez compris la nuance ou pas? Si c'est pour uniquement le consommer en tant que jus de fruits, c'est interdit, mais si c'est pour l'assaisonnement de la salade directement sur la salade, c'est permis. Je comprends que ça puisse surprendre, parce que la raison invoquée, elle n'est pas aussi convaincante que ça, mais c'est en tout cas ce que les sages ont statué, donc nous on applique le principe. En tout cas, la raison invoquée ici, c'est qu'en vérité, il y a des choses qui sont très courantes et d'autres qui sont rares. On a rarement... Alors c'est vrai que vous pouvez aujourd'hui, avec le panel de l'agroalimentaire, vous pouvez aussi trouver des jus de citron en vérité dans le commerce, c'est vrai. Mais est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui vont presser un citron pour se faire un jus de citron? Franchement, je dis pas que ça n'existe pas, tout existe, les originaux aussi. Mais en l'occurrence, c'est pas... Alors que le jus d'orange, tout le monde fait du jus d'orange. Oui. On n'est pas obligé de mettre de l'huile d'olive en même temps, avant le citron pour pas que ça cuise. Ça cuise quoi? Bah, je sais pas si on met dans la salade par exemple, il faut mettre de l'huile d'olive, non? Ça veut dire quoi ça cuise? C'est une salade fraîche ou une salade chaude que vous parlez? Non, une salade fraîche. Et pourquoi vous voulez que ça cuise en mettant du... Pour que ça cuise, il faut que ce soit cavouche, c'est-à-dire macéré pendant 24 heures. Vous connaissez, vous, un assaisonnement qui tient 24 heures. Au bout de 24 heures, votre salade, elle est morte. Donc, ce que vous dites, c'est quelqu'un qui a dû vous le dire et de bonne foi. Et c'est vrai, mais il faut juste comprendre de quoi on parle. La notion de cavouche qui me bouchale, vous avez raison, c'est un principe qui existe, mais qui, à mon avis, n'est pas adapté à notre cas ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez raison de dire que, par exemple, un assaisonnement, notamment de la saumure, qui viendrait pour faire une formule de cuisson, ça existe. Par exemple, quand vous voulez macérer du saumon dans du citron avec de l'aneth, tous les comment ils s'appellent, les traiteurs font ça. Vous croyez qu'ils font ça 24 heures? Et s'ils font 24 heures, ils font avant le Shabbat, bien qu'ils attendent pas le Shabbat pour ça. Et quand bien même ils feraient le Shabbat, ils le feraient juste avant la Séouda. Ça ne va pas tenir 24 heures, vous comprenez ce que je veux dire? Donc techniquement, ce que vous dites est vrai, mais pratiquement c'est impossible. Ça n'existe pas un cas pareil. Sauf si vous en connaissez, je suis preneur, mais je ne connais pas. D'accord? Alors en revanche, s'il est courant de presser un certain fruit, même dans une seule région du monde, alors, dans ce cas-là, pour cette région à cause d'elle, il sera défendu de presser aux quatre coins du monde. Ça, c'est original, ça, quand même. C'est un endroit qui est connu pour avoir un fruit qui est pressé, etc. Cela. Alors, d'où il a sorti ça? Même moi, je ne me souvenais plus de cela. Ah oui, c'est vrai que c'est dans le Beth Yosef. Mais comment ça a été dit? Il faudrait que je vérifie moi-même. Ouais, pourtant, j'ai vu ça depuis des années, mais c'est quelque chose qu'il faudra que je revérifie moi-même. C'est une idée intéressante et originale. Si on sait de façon notoire qu'il y a un endroit dans le monde où l'on fait
un fruit défendu spécifique. Alors, apparemment, l'interdiction s'étend sur tous les... Bon, j'ai pas d'exemple, honnêtement, pour être très sincère, j'ai pas d'exemple en tête. Et d'ailleurs, le Rav n'en donne pas non plus ici, mais si on en trouve, on vous en fera part. Alors, par exemple, ah ben autant pour moi, ouais, il a lu dans mes pensées. Par exemple, il est interdit de presser un melon dans le monde entier du fait que dans certaines régions du monde, il est pour coutume de servir du jus de melon. En général, le jus de melon, c'est au Moyen-Orient. Il n'y a que là-bas où j'ai pas entendu dire, par exemple, pourtant, dans le sud de la France, on a notamment le melon de Cavaillon et les melons bien connus et qui sont très goûteux, très bons. Mais j'ai jamais entendu parler de jus de melon dans ces endroits-là. Par contre, j'ai entendu ça en Israël, j'ai entendu ça dans les pays du Moyen-Orient. Donc visiblement, à cause de cela, donc théoriquement, on ne doit pas faire, on doit pas le presser pour en retirer du jus. Bon, enfin, il faudrait avoir des goûts un peu spéciaux entre nous, hein, parce que autant le melon c'est délicieux, autant du jus de melon, bon, il faut être courageux. Alors cependant, un fruit qu'il est courant de presser à des fins qui sont purement médicales n'est pas considéré comme tel, il est donc permis de le presser. Ok, néanmoins, à notre époque, le développement de l'industrie agroalimentaire permet de proposer au grand public une gamme extrêmement variée de jus de fruits. Ben, évidemment. Terminons toujours par du bon sens. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. A priori, n'attendez pas de vous placer dans une situation un peu tordue qui consiste à vous mettre dans une situation, on va dire, compromettante du point de vue de la halakha. Les 3/4 des choses que vous allez apprendre dans les dynimes de Shabbat, il faut les connaître pour tout simplement être formé à l'esprit du Shabbat et savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Parce que vous êtes amené à être confronté à des situations au moment où vous y attendez le moins. Mais une fois que vous avez bien compris les règles, les principes généraux, les raisonnements et les particularités, vous allez vous rendre compte que dans 99 cas sur 100, si vous avez pensé au Shabbat avant Shabbat, d'ailleurs c'est le premier chapitre des dynimes de Shabbat, c'est comment préparer Shabbat. Si vous êtes vraiment préparé au Shabbat, que ce soit vous monsieur ou vous madame ou même l'enfant, si vous avez préparé, c'est-à-dire vous vous êtes conditionné à créer les conditions idéales de faisabilité du Shabbat et de respect du Shabbat, toutes ces situations extrêmes qu'on vous présente ici, elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas. C'est même plus d'actualité. Ah, vous allez me dire, pourquoi on les étudie? Mais parce que si on n'étudie pas les règles, comment voulez-vous savoir comment les appliquer en cas, justement, de situations extrêmes? Le Shabbat est tellement important dans le respect des mitzvot que ça valait la peine de consacrer le temps voulu, même si, en termes effectifs, il y a beaucoup de choses que vous ne rencontrerez jamais. Mais au moins que vous sachiez comment réagir le cas échéant. En tout cas, l'ensemble des fruits est donc inclus dans le cadre de l'interdiction qui est d'ordre rabbinique. Le coin, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un coin? Le coin, c'est ce fameux aliment que beaucoup consomment, notamment pour Rosh Hashanah. Eh bien, et comment on appelle l'arbre qui produit le coin? Cognacier. Bon, c'est détenté, hein, c'est une chance sur deux. En tout cas, c'est effectivement le cognacier. Et pas de problème. Et il suffit d'être du coin. Hein. Alors, le coin échappe probablement à cet interdit du fait qu'il n'est jamais utilisé pour son jus. Ouais. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du jus de coin? Non, mais la confiture? Oui, confiture, oui. Mais la confiture, c'est pas du jus de coin. Du tout. Je sais pas si vous avez déjà eu entre les mains un coin. Bonjour les dégâts. Hein. Faut avoir des mains sacrément costauds. Je sais parce que pour être sympa pour mon épouse, j'ai épluché. Vous ne sortez pas indemne après avoir épluché des coins. Vous avez les mains en compote avant de faire la compote de coin. D'accord, c'est un aliment qui est très excessivement dur, très très dur. Il faut déjà 3 plombs pour enlever la peau du coin, et ensuite il faut le cuire et le recuire et le surcuire pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'après il devienne effectivement délicieux parce qu'ils mettent 3 tonnes de sucre, quoi, grosso modo. Donc il ne faut pas en abuser, c'est vraiment que pour Rosh Hashanah, sinon bonjour les dégâts diabétiques, il faut avec modération.
Et donc, il n'a pas de jus, c'est pas un fruit qui produit... Alors maintenant, qu'en est-il d'aspirer le jus d'un fruit? Est-ce que aspirer le jus d'un fruit, ça s'applique, ça correspond à l'interdiction de presser des fruits? Il est permis d'aspirer le jus d'un fruit en le disposant près de sa bouche afin de le sucer directement. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'histoire du raisin, dans la bouche, il n'y a pas de problème. Il est de même permis d'aspirer le jus d'un morceau de pain qui aurait été trempé dans je ne sais quel jus agréable à goûter, qui a été trempé dans un plat. Et on ne va pas dire que tu vas faire srita, tu vas essorer. Non, faut pas pousser. Une tranche de pain, vous pouvez la mettre dans la sauce et la manger sans problème. De même dans un plat de soupe ou même un verre de thé. En effet, lorsque l'aliment est placé dans la bouche, cet acte ne peut être assimilé à l'interdiction de presser. C'est pas ça qui est interdit. Certains se montrent malgré tout rigoureux, à nouveau, pour les olives et les raisins, pour les raisons susmentionnées. Mais s'ils sont placés entièrement à l'intérieur de la bouche, alors il y a lieu de le permettre même selon l'opinion rigoureuse, c'est-à-dire pour les olives ou pour les raisins. Il sera alors permis de régurgiter la chair du fruit après avoir aspiré son jus. Tout se fait à l'intérieur de la bouche, c'est permis. Il semble interdit d'aspirer le jus d'une orange, par contre, ou d'un autre fruit, à l'aide d'une paille, puisque là, c'est plus la manière habituelle de procéder, mais de le faire d'une manière un petit peu trafiquée. Alors, qu'en est-il de presser un fruit sur un aliment? Ça, on a un peu évoqué, on va en parler un peu plus. Il est permis de presser du raisin ainsi que l'ensemble des fruits sur un aliment, car nos sages considèrent que le jus versé sur un aliment, il est géré par les mêmes lois que l'aliment lui-même et n'est pas considéré comme un liquide prohibé. Celui qui désire se montrer plus rigoureux, évidemment, pourra le faire et sera digne de louange, en particulier pour le raisin et les olives, comme on a déjà dit. Mais cette permission s'applique seulement lorsque le fruit est pressé directement sur l'aliment. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par exemple, vous voulez retirer de votre fameux jus d'orange sur la salade, ou sur un sucre éventuellement, mais pas dans le verre. Et non s'il est recueilli dans un ustensile vide, puis versé sur un aliment. Aussi, l'autorisation de presser un fruit sur un aliment s'applique seulement si ce dernier est solide, et non s'il s'agit d'un liquide. Vous allez vouloir faire le petit malin en disant « Ah ben il y a marqué que sur un aliment c'est permis, ben je vais mettre du jus de citron sur du thé. » Mais dis-moi, c'est rigolo quoi. Ce qu'on a le droit de faire sur l'aliment, c'est un aliment solide uniquement, pas sur un aliment liquide. Enfin, il est nécessaire qu'après avoir été pressé sur l'aliment, le jus constitue l'élément minoritaire du nouveau mélange. Par exemple, il est permis de presser une orange sur une salade de fruits. Comme vous le savez sans doute, pour ceux ou celles qui ont déjà, qui sont de fins gourmets, salade de fruits, bon, les fruits en tant que tels, ça va, c'est bon quand vous le mangez à l'unité, mais enfin, si vous mangez plusieurs fruits, c'est plus agréable au palais d'accompagner la salade de fruits d'un peu de jus. En général, certains mettent du jus d'orange, certains mettent un peu de citron, d'autres ajoutent même un petit peu de rhum et de sucre, ou de sucre vanillé, enfin, et c'est délicieux tout ça. Mais, encore une fois, on voit bien que dans tous ces cas-là, la partie liquide qui a été essorée, enfin qui a été pressée, elle est minoritaire par rapport à l'ensemble du volume des fruits qui ont été coupés en petits morceaux, en dés. Mais il est interdit par contre de presser dans un verre contenant du sucre si le niveau du jus dépasse celui du sucre. Donc vous voyez, il faut peut-être... ce que je vous ai dit tout à l'heure reste juste, ma condition que vous ne croyez pas que le sucre, il est en soi, parce que c'est d'un solide, que du coup, vous pourriez mettre une quantité de jus qui serait supérieure au volume du sucre. D'abord, dans ce cas-là, le sucre, il va fondre en un temps record. Vous n'allez même plus voir que c'est du solide. Donc, il faudrait qu'il y ait vraiment une quantité plus importante de sucre. Et le mieux, en ce qui concerne la salade de fruits, comme on l'a dit, c'est de mettre suffisamment de fruits pour qu'il n'y ait pas de problème. Il est permis de consommer un pamplemousse coupé en deux, à l'aide d'une cuillère, par exemple, même si ceci entraîne l'apparition de jus à l'intérieur de la cuillère lors de la consommation. Là aussi, parce que c'est la manière de pouvoir le consommer
D'ailleurs, c'est la même chose pour le melon dont on a parlé tout à l'heure. Autant on n'a pas le droit de faire le presser pour en tirer un jus, autant si vous prenez, comme c'est souvent la mode dans le sud de la France, on faisait souvent ça, on coupait les petits melons là, vous savez, en deux là, et on prenait un demi-melon. Ça c'est un vrai kiff. Alors quand vous prenez comme ça, surtout si c'est des bons melons bien juteux, il y a forcément du jus. On n'a jamais dit que c'est interdit Shabbat ou que vous allez ainsi presser. Non, vous coupez avec votre, enfin vous tracez plutôt avec votre cuillère. Forcément, il va y avoir un petit peu de jus. Ce jus-là, il est, comme c'est la manière de consommer, il n'est pas interdit. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, on passe à présent. Donc, on va faire une petite pause pour, parce que là, je vois que c'est très long, donc je fais une petite pause pour le fait de presser un fruit sur un aliment. On va passer à une autre spécificité qui ressemble et qui est visiblement distincte, puisque le Shulchan Aruch en parle à part, c'est presser un citron.